Bien, bonjour à tous. Bonjour. Merci à vous d'être présents en cette soirée pluvieuse et on va parler de RGPD en plus. On va décidément vous achever ce soir. Je te laisse te présenter. Donc, Jean-Philippe Sury, je suis avocat au sein du cabinet As Avocat et responsable du pôle protection des données. Je m'appelle Benjamin Barata, je suis consultant RGPD chez Wittic. Et effectivement, c'est un plaisir pour moi d'intervenir avec Jean-Philippe sur ce sujet. C'est pas notre premier rodéo, si je peux me permettre. Oui, effectivement, on a déjà animé quelques événements ensemble. On renouvelle l'équipe sur les transferts orieux aujourd'hui. Ça fonctionne plutôt bien. Le but de cette séance, elle se veut un peu interactive. On va voir effectivement l'ensemble du sujet ensemble et ce soir. Il y aura en fin de séance une séance dédiée aux questions-réponses, et puis aussi on aura quelques questions à vous poser puisque peut-être qu'on va vous cuisiner un petit peu avec un petit quiz. On verra la surprise. Vraiment vous achever, il y a pas de... Vous achever vraiment, et puis évidemment c'est la condition pour accéder après au buffet qui est en train d'être préparé par nos équipes. Donc si vous avez des questions, on les abordera à la fin, mais n'hésitez pas à les écrire sur un petit coin et on les abordera avec plaisir. Jean-Philippe, je te laisse présenter ton cabinet. Donc le cabinet As Avocat, c'est un cabinet spécialisé en droit des nouvelles technologies et propriété intellectuelle qui a un peu plus de 25 ans d'existence. Donc la protection des données à caractère personnel, c'est un domaine sur lequel on travaille depuis assez longtemps, puisqu'avant le RGPD, on faisait déjà des audits de conformité au regard de la loi informatique et liberté. On ne fait pas que ça, on fait aussi de la conformité de sites internet, des contrats informatiques, et on a également un pôle cyber-risque qui a beaucoup de synergie avec le pôle protection des données. C'est un petit peu le prolongement et le côté sécurité du RGPD, dans lequel on accompagne les entreprises qui subissent une attaque informatique, qui subissent aujourd'hui une forte recrudescence, pour mener toutes les actions juridiques liées à la gestion d'une crise cyber. Et enfin, le dernier petit point, c'est qu'on est également organisme de formation. Donc on forme notamment sur le RGPD les entreprises et leurs équipes à différents échelons pour justement leur apporter la connaissance juridique sur ce sujet-là. Et Wittic, cabinet de conseil spécialisé en protection des données et éditeur de la plateforme Wittic. Justement, certains d'entre vous peut-être la connaissent déjà. On aura l'occasion d'en voir une toute petite partie, et puis surtout n'hésitez pas à aller justement visiter notre site. On a toute une partie freemium de cette plateforme où vous pouvez effectivement la tester par vous-même. Le but c'est pas de faire une démo, mais en tout cas si vous êtes intéressé, on sera ravis évidemment de vous la présenter dans d'autres circonstances, et puis surtout si vous voulez la tester par vous-même, vous le pouvez à travers le freemium. Wittic, ça existe depuis maintenant quelques années, mais effectivement l'expertise et surtout l'historique du cabinet As nous a permis aujourd'hui de créer cette synergie et de créer cette plateforme Wittic, où effectivement on a pu bénéficier de l'ensemble de l'expérience de Jean-Philippe, mais aussi je pense peut-être de tes prédécesseurs avant qui faisaient de la loi informatique et liberté. Et puis de l'équipe, et de toute l'équipe surtout. C'est construit effectivement sur l'expérience du cabinet As au cours de ses audits et de son expérience dans le domaine de la protection des données, tout à fait. Donc cabinet de conseil, éditeur de la plateforme, et au plaisir de pouvoir échanger avec vous après sur toute la partie outils. Un outil de pilotage qui englobe toute la partie audit de conformité, formation, questionnaire, registre, etc. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Pas de souci, je vous en prie. Cette présentation va se découper en 3 grands angles. Une première un peu plus chronologique où on va essayer de démêler un petit peu, la jungle d'acronymes qui existent aujourd'hui. RGPD, Schrems, e-Privacy 95, Directive 80, etc. Il y a tout un ensemble et un corpus juridique et judiciaire d'ailleurs à ce sujet. Donc on va essayer ensemble de retracer un petit peu cette historique et pour remettre, aussi les priorités. Aujourd'hui il y a des textes qui sont peut-être plus importants que d'autres, donc on va retracer ça. Dans une seconde partie, oui. On verra après ensuite les outils justement pour encadrer ces transferts orieux. Et enfin, on parlera de la méthodologie à mettre en place pour justement mettre en œuvre les outils dont on va parler. Absolument. Donc, on vous a préparé une frise chronologique sur les évolutions majeures et marquantes en matière de transfert orieux. Alors, vous noterez que
il y a les arrêts Schrems et les différents accords entre la France et les États-Unis qui tiennent une place assez importante dans cette frise chronologique. Alors on ne va pas parler ce soir que des transferts entre la France et les États-Unis, mais il faut bien retenir que tout ça en fait est l'aboutissement de la manière dont l'économie numérique et dont Internet a été forgé, construit. C'est finalement le résultat d'une histoire avec cette prédominance des États-Unis qui aujourd'hui se traduit par une hégémonie des GAFA dans de nombreuses solutions, dans les solutions d'hébergement, ce qui fait que l'Europe est un marché important pour les États-Unis, comme les États-Unis sont un très important fournisseur de solutions pour l'Europe. Donc ces deux blocs ont tout intérêt à collaborer pour échanger des données à caractère personnel, même si sur le plan philosophique notamment, il y a pas mal de dissensions et qui ont dû être encadrées et faire l'objet de ces différents accords. Donc derrière tout ça, même si aujourd'hui on va rentrer dans le pratico-pratique, mais c'est vrai qu'on a finalement un environnement géopolitique dont on est obligé quelque part de tenir compte pour pouvoir anticiper la manière dont les transferts vont pouvoir s'organiser, essayer d'anticiper les décisions d'adéquation qui vont pouvoir sortir. Tout cela est quand même assez teinté de géopolitique derrière, puisque c'est une décision qui est à la main de la Commission européenne pour décider, on y reviendra, sur ces décisions d'adéquation. Il y a toute cette logique de souveraineté numérique, on en entend parler assez souvent et un peu partout, mais effectivement aujourd'hui on peut très bien mettre en place un nouveau service à destination des Européens, mais basé sur des infrastructures qui ont été conçues aux États-Unis, et voire même encore plus loin, dont les données sont hébergées aux États-Unis. Donc toute cette logique de transfert, on la retrouve, on donnera des exemples, mais on en retrouve beaucoup, et effectivement je pense ne pas dire de bêtises si je dis qu'en tout cas on a plus de la moitié des transferts qui aujourd'hui sont réalisés aux États-Unis. Ça semble effectivement, disons, cohérent, et on le verra encore plus depuis le Cloud Act, où on a encore plus de transferts et d'accès, disons, plus ou moins légitimes de la part des autorités américaines. Mais on a un vrai sujet, en tout cas au niveau des États-Unis. Quelques dates marquantes, vous voyez que certaines sont en bleu foncé. Effectivement, le Safe Harbor, qui est donc l'ancêtre du Privacy Shield, qui est donc un accord, une décision en fait, qui reconnaissait pour le coup le mécanisme du Safe Harbor comme un mécanisme de protection équivalente à l'époque, la directive de 95. Donc on est vraiment dans l'ancien droit, puisque ni la directive ni le Safe Harbor aujourd'hui n'existent, mais c'était les bases de ce transfert, de tout cet encadrement des transferts de données, avait donné naissance à la suite du Safe Harbor, alors sur d'autres logiques, mais la Commission avait effectivement créé les fameuses clauses contractuelles type. Certes, beaucoup d'entre nous avaient utilisé ces clauses jusqu'à encore peu de temps, des clauses contractuelles respectivement établies en 2001, en 2004 et en 2010, pardon. On avait effectivement des modèles entre responsables de traitement, un autre entre sous-traitants et responsables de traitement, un autre entre RTRT, etc. Disons que ces clauses avaient le mérite d'exister en termes de, je pense, de pragmatisme et d'efficacité, c'était tout un autre sujet, mais c'était en tout cas les premiers, mécanismes de protection qui aujourd'hui, on va le voir, mais sont un petit peu, en tout cas, moins utilisés, puisqu'on a un nouveau modèle de clause contractuelle type qui n'invalide pas les anciennes, mais aujourd'hui, disons-le, le nouveau modèle de la Commission européenne qui a été adopté en 2018, je crois, non, 2021, pardon, 2021. Oui, non, plus récemment. Oui. En 2021, aujourd'hui, règle un peu la plupart des lacunes qui avaient été, mises en avant par ces anciennes clauses. On aura l'occasion de les revoir, mais voilà, les clauses de 2001, 2004. Il était temps, effectivement, parce que les anciennes CCT faisaient encore référence à la directive 95-46, donc ça commençait à prendre un petit peu la poussière, tout ça, et donc la Commission européenne a remis ça au goût du jour, avec un mécanisme intéressant qu'on réabordera, mais qui permet vraiment de solutionner pas mal de problèmes juridiques, d'architecture contractuelle qui se posaient concrètement, puisqu'on avait des complexités, des situations réelles qui étaient plus complexes juridiquement qu'un simple accord entre deux entités. Lorsqu'on avait des transferts UE, on avait des situations plus complexes à encadrer. Surtout qu'aujourd'hui, c'est ça, on a beaucoup de sous-traitance ultérieure sur de l'hébergement, sur de l'UR, sur même des mécanismes, des activités de maintenance, de support. Les transferts, ça va très très vite, effectivement, et on peut se retrouver avec beaucoup de pays concernés. Et effectivement, ces anciennes clauses, on le reverra, étaient quand même assez, j'ai envie de dire, peu adaptées et contraignantes pour le coup.
En 2015, l'arrêt Schrems, mais le premier du nom, puisqu'effectivement, il va invalider le Safe Harbor. Donc le Safe Harbor aura eu le mérite quand même de durer à peu près 15 ans. Ce qui est une belle date, qui est quand même plus que son un peu plus long que le Privacy Shield, que son successeur pour le coup. L'arrêt Schrems avait donc invalidé le Safe Harbor. Ce qui est assez drôle, c'est que lorsqu'on compare les deux décisions, l'arrêt Schrems 1 et l'arrêt Schrems 2, au final, ces mécanismes, que ce soit le Safe Harbor ou le Privacy Shield, ont été invalidés pour à peu près les mêmes raisons. Déjà le côté auto-certification qui par nature peut poser un peu problème, et puis toute cette question de la souveraineté et de l'accès par les autorités américaines aux données personnelles qui pose question. Déjà dès l'adoption du Privacy Shield, la CJE et les différentes autorités de protection européennes alertaient sur le fait qu'ils se montraient critiques et sceptiques face à la durée de vie de cet accord. Et puis ils ont eu raison finalement, puisque Maximilian Schrems n'a pas manqué de faire tomber ce nouvel accord, donc avec la future date que Benjamin vous présentez. Effectivement, la chute, j'ai envie de dire, du Privacy Shield en 2020, Privacy Shield qui avait été adopté pour le coup en 2016, donc 4 ans de durée de vie pour cet accord. Encore une fois, comme tu l'as dit, un mécanisme d'auto-certification où les entreprises pouvaient se déclarer en fait conformes sur le site de la fédération du commerce américain. Donc énorme problème et énorme problème de légitimité. Il y avait des mécanismes normalement qui étaient prévus pour effectivement contrôler un petit peu quelle entreprise s'auto-certifie dans quelles conditions, mais les choses ont prouvé après investigation et sanction, en tout cas, décision plutôt, de la Cour de justice, que ces mécanismes étaient bien insuffisants. Donc on se retrouve depuis 2020 avec un cadre, j'ai envie de dire, un peu plus compliqué, contraignant, dès lors qu'on veut mettre en place effectivement des transferts vers les États-Unis, puisqu'on le verra, on aura pour le coup l'ensemble des autres mécanismes à mettre en place. En fait, il est similaire à ceux qu'on retrouve dans d'autres pays qui ne bénéficient pas de cette protection adéquate. Mais du coup, vu le volume d'échange de données entre la France et les États-Unis, forcément les situations d'échange se présentent plus souvent et donc nécessitent évidemment de mettre à jour ces documents contractuels, ou en tout cas de vérifier que peut-être le prestataire a bien proposé cette mise à jour. En 2018, on entrait en application du RGPD, ça je pense que tout le monde effectivement le sait dans cette audience. Mais certains en sont traumatisés. Et certains en sont encore traumatisés, on le sait. Nous les premiers, en quelque sorte. Néanmoins, la même année et quelques mois auparavant, on a eu l'adoption du Cloud Act. Le Cloud Act, qui est donc un décret américain en tout cas, qui permet effectivement à l'ensemble des fournisseurs d'hébergement de pouvoir en tout cas, qui permet aux autorités américaines de demander aux fournisseurs d'hébergement de données une communication des données personnelles, peu importe au final la localisation de ces serveurs. Donc effectivement, on peut aujourd'hui héberger ces données sur du Microsoft Azure, sur du Google Platform ou même sur de la AWS hébergée en Irlande, à Paris, à Berlin, mais elle n'échappe pas à l'application de ce Cloud Act. Et donc se pose aujourd'hui toute la problématique de la confidentialité de ces données, puisque effectivement les acteurs américains étatiques peuvent accéder aux données des Européens, des citoyens européens, j'ai envie de dire quasiment sans aucune contrainte. Oui, on a vraiment ces deux, comme dans les pays européens d'ailleurs, on a ces deux blocs qui s'affrontent, d'un côté la sécurité, la protection, la lutte contre le terrorisme, contre le blanchiment d'argent, et puis de l'autre côté le besoin aussi de maintenir ce droit fondamental qui est la protection de la vie privée. Il faut trouver une proportionnalité entre les deux, et puis force est de constater que l'Europe et certains pays américains, certains États américains ne mettent pas le curseur au même niveau, et c'est ça qui finalement va créer ces petites dissonances de régime de protection qui va nous obliger à détailler les garanties, les outils qu'on va vous présenter juste après. Et c'est notamment une grande partie à cause de ce Cloud Act qu'on a aujourd'hui, cette procédure créée par l'arrêt Schrems 2 en 2020, le fameux TIA, le Transfer Impact Assessment. On aura raison de le revoir en plus en détail après, mais c'est clairement pour effectivement limiter l'accès, l'ingérence des autorités, alors américaines certes, mais de manière plus générale étrangères, sur les données des Européens. Et puis, dernière date qu'on n'a pas encore abordée, effectivement, en 2022, cette année en tout cas, et même il y a encore peu de temps, l'adoption du décret Biden sur le projet transatlantique de transfert de données. Donc,
un nouveau Privacy Shield, Privacy Shield. peut-être. Et effectivement, on a eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous. Il y a de fortes chances, effectivement. Et d'ailleurs, Maximilian Schrems l'a déjà dit. Il y a de fortes chances. Il l'attend de pied ferme. Il attend de pied ferme, et il est prêt. Logiquement, effectivement, quand on lit un petit peu ce décret, ces projets d'accord, il y a de fortes chances qu'il tombe pour les mêmes raisons que ses deux prédécesseurs, à savoir le Safe Harbor et Privacy Shield. Donc, effectivement, on est sur peut-être une bonne nouvelle pour la facilité des transferts vers les États-Unis, soyons pragmatiques. Néanmoins, quid de la durée de vie de cet accord? En tout cas, aujourd'hui, rien n'a été adopté. On attend la décision finale de la Commission européenne qui devrait plus tarder. Mais voilà, se pose vraiment la question de la... Mais il faut être vigilant et se garder des routes de secours, effectivement, se tenir prêt à redéployer d'autres garanties pour faire face à une éventuelle invalidation. On a vu dans l'ensemble un petit peu la chronologie et les principales étapes autour des transferts de données. L'idée maintenant, c'est d'essayer de justement débroussailler un petit peu tous ces acronymes-là. Tu m'expliquais tout à l'heure, Jean-Philippe, que c'est vrai qu'on se met à la place d'un directeur d'entreprise ou même d'une direction, et qu'on a d'un côté votre directeur des systèmes d'information qui vous parle de chiffrement AES, qui vous parle de MFA, etc. Et de l'autre côté, votre direction juridique qui vous parle de BCR, de CCT, de TIA. On s'y perd assez facilement. C'est vrai que les juristes vont pouvoir être enfin au niveau des services informatiques avec presque autant d'acronymes qu'eux. Donc voilà, on va pouvoir lutter à armes égales maintenant. Ouais, voilà, pour vous, vous pourrez briller grâce à votre connaissance de ces acronymes qui n'auront plus aucun secret pour vous. Mais c'est vrai à la fin de cette session. Il y en a quand même un paquet. Le cadre de base. Reprenons les bases. Les transferts de données tels qu'ils sont, disons, j'ai envie de dire, encadrés par le RGPD, et c'est aujourd'hui le RGPD qui pose vraiment les grandes bases du droit sur lequel aujourd'hui nous vivons et que nous appliquons. Une liberté des transferts au sein de l'Union européenne et de l'espace économique européen. On aura l'occasion juste après d'ailleurs peut-être même de tester un petit peu vos connaissances juste avant, mais de voir en tout cas de quoi est composé ces pays. Alors, l'Union européenne, je vous fais pas d'offense. L'espace économique européen, c'est peut-être déjà un peu plus compliqué. Et puis effectivement, on a une liberté qui est accordée à certains pays qui sont en dehors de l'UE et de l'EEE, la fameuse liste des pays qui bénéficient d'une décision d'adéquation. Là encore, on va vous demander à l'issue de cette slide, à votre avis, en tout cas, si vous avez quelques connaissances sur cette liste-là. Mais on a effectivement cette logique un petit peu, alors à la fois pragmatique et aussi politique de la Commission européenne, de faciliter les transferts vers des pays qui sont pour le coup pas européens, néanmoins qui, faut le dire, en tout cas selon le regard de la Commission européenne, mettent en place une protection équivalente au RGPD. Donc on aura l'occasion de voir ces pays-là après. Certains pays bénéficient d'une décision d'adéquation partielle, pour le coup, que sur un certain secteur d'activité, un petit peu sur la même logique que le Privacy Shield au final. Oui, c'était un mécanisme finalement qui revenait à une adéquation partielle, puisque seules les entreprises adhérentes du Privacy Shield bénéficiaient finalement étaient considérées comme un destinataire adéquat. Alors qu'il y a des pays où tout transfert vers une entité est considéré comme adéquat, et puis il y a un pays, on verra si vous le connaissez, où il y a une adéquation partielle aussi qui est maintenue. Sur un secteur. Et puis effectivement, le cadre, disons, le reste des pays, par défaut, par principe, on a effectivement une interdiction de transférer des données en dehors de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de ces pays bénéficiant de l'exception de la Commission européenne, donc c'est un principe. Néanmoins, évidemment, le RGPD est venu assouplir cette interdiction, et via les nombreux mécanismes qu'on aura l'occasion de voir, CCT, BCR, TIA et j'en passe, on peut effectivement transférer ces données en dehors de l'Union européenne. Alors, effectivement, on l'a marqué, mais effectivement, les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, des pays qui sont souvent, en tout cas, qui font souvent l'objet qui sont souvent destinataires de données, effectivement, mais qui aujourd'hui ne bénéficient pas de ces exceptions qu'on a pu voir. Alors on est allé un peu vite avant de vous tester, on n'a pas parlé de ce qu'est un transfert de données. Vous avez la définition en haut, donc c'est toute communication ou copie de données par l'intermédiaire d'un réseau ou d'un support à un autre, donc qui va être destiné à un autre pays. Ce qu'il faut retenir de la jurisprudence qui a été rendue sur cette notion-là, c'est que un simple accès en lecture au sein d'un pays tiers, une consultation, va être considéré comme un transfert de données, donc va tomber sous le coup de cette définition, et donc va devoir faire l'objet d'encadrement tel qu'on va vous le détailler juste après.
Donc c'est pas tout d'héberger ces données à un endroit en Europe, hein, de préférence pour éviter justement d'avoir à sortir cet hébergement de garanties supplémentaires. Encore faut-il s'assurer qu'il n'y ait pas d'accès qui mériterait un tel encadrement. Absolument. Alors justement, à votre avis, quels sont les quelques pays, est-ce que vous connaissez les pays qui font l'objet d'une décision d'adéquation ? Parce que le pays, enfin avec l'adéquation partielle, c'est le Canada. Ouais, exactement. Le Japon. Ouais, un des derniers qui l'a eu, le Japon, effectivement. quel est le tout dernier ? Argentine, Jersey, Israël, Corée du Sud. Corée du Sud, ouais. Le tout dernier qui a reçu la décision d'adéquation comme pays. Ouais, logique. Effectivement. Oui, mais il faut suivre quand même actuellement. Alors, il faut suivre la presse actuellement. Parce c'est que ça. Si Tout à fait. Le Premier ministre, ça y est, ils veulent diminuer. C'est quoi la formulation de se débarrasser des contraintes ouais, non, oui, c'est... nos amis d'outre-Manche. C'est un enjeu économique s'ils n'ont pas compris pour eux, mais Tout à fait. continueront à visser leur pays. Bah après, comme ils suivent vraiment le modèle américain, ils se disent que si les Américains s'en sortent avec, sans décision d'adéquation, ils représentent pas du tout le même poids technologique qu'on évoquait en début de présentation. C'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la même configuration. Les Afras sont mais pas chez eux. c'est peut-être ça qui les pousse à se dire, on va très bien s'en sortir tout seul. Bon, après tout, c'est un petit peu la mentalité, hein. Mais c'est leur choix, tout à fait. C'est ça. Bah, effectivement, oui, les pays que vous avez cités sont effectivement dedans. Là, vous avez l'Union européenne, hein, je passe le sujet. L'espace économique européen, au final, c'est 3 pays supplémentaires, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein. Certains nous diront effectivement que la Suisse, mais la Suisse n'a pas ratifié l'accord de l'EE. Donc effectivement, la Suisse aujourd'hui, par exemple, bénéficie d'une décision d'adéquation. Aussi, ouais. C'est ça. Et effectivement, donc l'Andorre, alors après on a des plus petits pays en termes de superficie, effectivement, mais après voilà, Andorre, Argentine, Canada, les îles Féroé, alors l'île de Guernesey, de Jersey. On a regardé tout à l'heure des pays au final qui ont des décisions d'adéquation très tôt, 2004 je crois pour Guernesey ou pour Jersey, je l'ai plus en tête, 2008 pour les îles Féroé, enfin des décisions d'adéquation qui sont assez anciennes pour le coup. Le dernier venu, la Royaume-Uni, suite au Brexit, à vérifier et en tout cas à surveiller, là-dessus on est d'accord, et le Canada pour le secteur commercial, donc une décision partielle. Et aujourd'hui, c'est la seule adéquation partielle qui existe, qui a été mise en place. Tout à fait. Et le Canada qui a effectivement une loi dédiée effectivement à ces transferts de données-là entre le continent européen, enfin l'Union européenne, et les traitements réalisés au Canada. Absolument. Dans le support qu'on vous transmettra, vous avez un lien là sur le ici, où effectivement vous avez le site de la Commission européenne qui tient à jour cette liste de décisions d'adéquation, avec un renvoi vers les décisions. Donc, si ça vous intéresse d'avoir les années pour le coup, ça peut toujours servir. Des exemples de transfert, juste pour revenir sur cette notion de transfert, parce qu'on se dit, comme tu l'as dit Jean-Philippe, ce n'est pas simplement un hébergement. Et il n'y a pas forcément besoin que les données voyagent à proprement parler, hein. Une simple consultation va pouvoir marcher. Évidemment, un hébergement ailleurs, comme on le met comme parmi les exemples, une solution de mesure d'audience hébergée aux États-Unis, toute ressemblance avec l'actualité, un service proposé par une société américaine serait fortuite. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être un simple support pour un ERP, pour un logiciel métier qui est effectué depuis l'Inde, par exemple. Ça peut être un cabinet de recrutement qui va être situé au Royaume-Uni, ou ça peut être encore un partage de données vers une filiale, hein. Donc là aussi, pas de logique, à partir du moment où il y a des entités différentes, pas de logique finalement de groupe, d'intragroupe, même si on va voir que ça peut jouer au niveau des outils, mais il n'y a pas d'exception intragroupe pour transférer des données. Donc ça, le périmètre, en fait, le champ d'application de la réglementation sur les transferts de données, il est un peu comme le RGPD, très large, hein. Le but est de pas permettre de se sortir si facilement que ça des mécanismes de garantie qu'on va aborder juste après. Et c'est là où on se rend compte, dès lors qu'on a, même si vous travaillez dans une structure internationale, et on se dit, non, mais effectivement, mes données, elles sont hébergées en Union européenne, le service RH basé au Mexique, alors, elle accède aux données, mais elles sont pas là-bas. Donc, c'est pas un transfert. Faux, parce qu'effectivement, comme on le dit, une simple consultation fait office de transfert. Donc, dès lors, tous les mécanismes qu'on peut voir s'appliquent de la même manière. Donc, là encore une fois, logique intra ou externe,
La même Même réglementation s'applique, même combat. Les garanties appropriées. Les garanties appropriées, c'est ce terme un petit peu obscur, mais au final qui ne cache rien, qui va se faire vers un pays tiers, donc un pays hors UE, hors espace économique européen et hors liste d'adéquation, puisse se faire. Alors, on a mis le premier en clause contractuelle, enfin, on a mis le clause contractuelle en premier, et je pense qu'on peut largement dire que c'est sans doute celui que vous utiliserez le plus souvent, puisqu'effectivement, les clauses contractuelles type, c'est un... Alors, en plus, on a une mise à jour du coup en 2021 à ce sujet de la Commission européenne. On aura une slide dédiée, on va plus se pencher sur ces mécanismes-là, mais aujourd'hui qui constitue, je pense, l'outil le plus utilisé. Moi, personnellement, en mission, c'est l'outil que j'ai utilisé le plus souvent. D'ailleurs, j'ai jamais eu l'occasion même de participer à des BCR. Pour l'instant, effectivement, les autres mécanismes sont d'application limitée. Alors, ils existent, mais il y a assez peu de cas d'usage. Alors, pour les citer, donc les BCR, pour encore vous donner des acronymes, ou Binding Corporate Rules, règles d'entreprise contraignantes, pour le redire en bon français. Donc, ça consiste en fait à bâtir une doctrine interne de protection des données qui va permettre de faire circuler librement les données au sein d'un groupe d'entreprises. L'inconvénient, c'est que c'est une procédure d'adoption assez lourde, puisqu'elle va devoir être validée auprès des différents États membres de l'Union européenne, par l'intermédiaire des autorités de protection, avec naturellement une autorité chef de file, qui sera l'autorité de l'établissement principal. Là, on part sur 2-3 ans. Et on part sur, 2 ans minimum d'adoption, en sachant qu'en plus, on va avoir finalement un périmètre d'application de cette garantie qui est limité. C'est-à-dire que vous allez, vos transferts intra-groupes, ils vont marcher avec les PCR. En revanche, tout ce qui est transfert avec des prestataires, etc., là, on va revenir à des clauses contractuelles type. Donc, finalement, c'est beaucoup de travail. Nous, on en avait préparé, et c'est vrai que c'est finalement... en fait, il faut déjà être conforme, déjà avoir bien être mature sur sa démarche de conformité RGPD pour accéder au BCR, parce que c'est quelque part un prérequis d'avoir toutes les politiques en place, tous les mécanismes d'audit régulier, de contrôle, pour pouvoir finalement... accéder à l'organisation que requièrent des BCR. Donc c'est très consommateur, ça peut être intéressant suivant la configuration du groupe. Je suis pas en train de dire que ça sert à rien, mais en fait son périmètre d'application va effectivement être limité, puisque uniquement intragroupe, et puis avec une procédure d'adoption assez lourde. Après, il ne faut pas négliger le côté communication que ça peut apporter, puisque ça montre effectivement, ça vient imposer un saut quelque part, assez difficile à obtenir, mais ça montre que l'entreprise est sérieuse sur le terrain de la protection des données. Si vous avez des BCR qui ont été adoptés, qui sont en vigueur, a priori, votre travail de conformité est bien entamé, voire est terminé, et est en place. Après, il y a toute une gestion du run, et ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, vous avez vos process, et vous avez toute votre documentation qui est prête. Donc, vous pouvez vous faire contrôler, j'ai envie de dire sereinement, presque, si vous avez vos BCR, c'est sûr. Les codes de conduite, qui est un outil aujourd'hui très peu mis en avant. Un code de conduite, ça doit être un outil qui va être adopté par un organisme représentant des intérêts d'un groupe. Ça peut être une fédération d'un secteur, une association qui regroupe différentes parties prenantes d'un autre secteur, peu importe. Ce code de conduite-là, élaboré par cet organisme qui fédère, doit être en plus de cela reconnu par la CNIL. En tout cas, il y a tout un processus de validation auprès de la CNIL. Là, encore une fois, pour la CNIL, au niveau français, on n'en a qu'un seul. C'est au niveau effectivement des fournisseurs de services cloud. Et attention, c'est un code de conduite qui ne fonctionne pas pour les transferts, parce qu'il faut bien distinguer les codes de conduite, le code de conduite en tant que mécanisme permettant de démontrer sa conformité, et le code de conduite permettant d'apporter des garanties appropriées à un transfert. Donc ce code de conduite cloud qui est sur la partie CNIL, un des premiers importants, ne permet pas, la CNIL l'a bien rappelé, d'apporter des garanties à un transfert de données hors UE. Donc aujourd'hui, code de conduite, pour l'instant, c'est un petit peu le désert. Il faut effectivement, en tout cas, qu'un organisme qui fédérateur prenne le sujet en main, sujet qui est loin d'être évident pour le coup. Et encore une fois, c'est là où on voit aussi le côté pratique, en tout cas, est plus simple des clauses contractuelles. Les deux autres outils restants, en tout cas si on peut appeler ça des outils, on a la certification, même sujet, la certification. Alors là, contrairement à un code de conduite, on s'intéresse plus à un produit, un service, un procédé,
plutôt qu'une entreprise dans sa globalité, pour le coup. La certification, là encore, à part des certifications pour attester des certifications de formation des PO, des certifications qui vont vous permettre de mettre en place des transferts de données en dehors du lieu. Aujourd'hui, au niveau français, au niveau de la CNIL, c'est un peu le désert. Non, il y en a pas pour l'instant. Donc pareil, ça va peut-être sortir, mais à ce jour, pas de mécanisme qui marche en tant que garantie appropriée au titre des certifications. Il reste la dérogation. Dérogation, c'est un outil. Article 49, on l'a classé parmi les garanties, les outils, mais c'est quelque chose qui doit être très limité. C'est une exception qui a des périmètres d'application limités. Ça doit se limiter à des transferts occasionnels, de faible volume, avec des données de faible volume. Donc on a par exemple l'exception d'un transfert qui est lié à l'exécution d'un contrat à la demande d'un client. Je prends un exemple concret, une agence de voyage qui va transmettre des données pour un voyage organisé à un hôtel situé dans un pays hors UE. Elle va transmettre les données de son client pour exécuter son contrat d'agence de voyage et de réservation des différentes prestations liées à ce voyage. Là, on a bien une dérogation qui peut fonctionner. On est sur un périmètre d'application limité, on est sur un volume limité. Sous couvert d'analyse précise de ce volume, quoi. On part du principe que ça pourrait évidemment, fonctionner. Si on est sur une relation d'affaires suivie avec un hôtel ou avec un tour opérateur local, il faudrait effectivement se poser la question de à quel moment on va sortir de cette dérogation pour rentrer dans un autre mécanisme de garanties appropriées. Mais voilà, c'est effectivement un des cas d'usage qu'on peut avoir. En tout cas, voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les dérogations article 49, si ça vous intéresse, il y a des lignes directrices dédiées du CEPD sur ces dérogations. Elles ont un cadre, un périmètre d'application assez restreint, assez limité. Et encore une fois, la logique du RGPD, documenter, accountability, donc dès lors que vous utilisez cette exception-là, documentez votre choix et encore une fois, prouvez par A plus B que vous rentrez dans les clous. C'est là-dessus, sur cette dérogation, et encore, ça vraiment, j'insiste sur le mot dérogation, on doit pouvoir se prévaloir d'arguments correctement détaillés et documentés, pour le coup. Intéressons quand même à l'outil aujourd'hui le plus utilisé, le plus mis en avant, les fameuses clauses contractuelles type, dernière version, pour le coup, adoptée en 2021 par la Commission européenne. Donc on a eu un temps d'adaptation, la Commission a laissé un temps d'adaptation pour permettre aux entreprises de les adopter. Il faut les mettre à jour avant janvier 2023, donc si ça n'a pas été fait, c'est le moment là, pour poser ça sous le sapin pour que ça soit signé au bon moment. C'est ça. Et du coup, effectivement, on a ces modèles de clauses contractuelles type qui ont été mis à jour en 2021, qui doivent aujourd'hui être déployés au niveau de l'ensemble des acteurs. On l'a évoqué en introduction sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant avec ce nouveau document qui a été dépoussiéré par rapport aux anciens, on avait 3 documents différents, donc 3 situations de transfert différentes. Là, aujourd'hui, on a ce document avec cette structure par module qui nous permet d'avoir un seul référentiel et de sélectionner en fait les bons modules en fonction des situations. Est-ce qu'on est entre 2 sous-traitants, entre un responsable de traitement et un sous-traitant? Ça évite la logique de mandat que préconisait la CNIL auparavant pour que le sous-traitant conclue au nom du responsable de traitement des clauses contractuelles type, ça devenait quelque chose d'assez lourd. C'était rarement bien cadré, quoi. C'était rarement ficelé de A à Z. De toute façon, il faut bien distinguer le côté effectivement juridico-juridique où on a cette situation où on colle les étiquettes et puis on applique ces contrats-là, et la réalité où en fait les transferts UE ils sont partout et ils sont multi-échelons avec des fois des croisements. Donc cette structure par module elle est bienvenue pour justement s'adapter à ces situations complexes et pas être contraint par un carcan, puisque l'inconvénient aussi de cette garantie, c'est qu'à partir du moment où on change, alors j'exagère en disant une virgule du document, la garantie tombe. On peut plus s'en servir comme garantie appropriée. Donc, et le modèle doit être validé. On doit rester conforme à ce modèle, sous les réserves juste après, c'est-à-dire l'annexe à compléter. Là aussi, c'est intéressant comme structure. Alors, c'était déjà un peu le cas sur les anciennes, mais là, on reprend cette structure d'annexe où en fait, on va détailler le transfert, détailler le traitement qui fait l'objet
des CCT. Comme l'annexe de sous-traitance. Comme une annexe un peu de sous-traitance, effectivement, on retrouve les infos d'une fiche de traitement, donc on va détailler en fait ces informations-là dans une annexe, ce qui permettra, le cas échéant, de prévoir son évolution au cours du temps avec l'évolution du contrat. Et dernier élément intéressant dans ces clauses contractuelles type, c'est ce qu'on appelle la clause d'amarrage ou docking clause, qui permet finalement d'avoir un document de référence et d'avoir un mécanisme d'adhésion en fait à ces clauses contractuelles type. Donc ça peut être intéressant par exemple pour un groupe où on va mettre en place ces clauses contractuelles type avec un prestataire et permettre à de nouvelles filiales par exemple de venir s'amarrer à ces clauses contractuelles type pour bénéficier là aussi des garanties appropriées si elles font appel au même prestataire tenu de l'autre côté par ces clauses contractuelles type. Ou des sous-traitants ultérieurs qui se rajoutent ou qui changent, qui sont modifiés, avec la clause d'amarrage j'en ajoute ou j'en enlève. Et comme ça mon contrat, ma documentation RGPD, contractuelle mais RGPD, est à jour. Et ce qui évite encore une fois de repartir sur des négociations interminables et parfois non productives, non fructueuses. Donc un vrai gain de souplesse avec ces nouvelles CCT, c'était bienvenu. Donc ouais, plus que bienvenu. Le fameux Transfer Impact Assessment, le TIA. Donc ce TIA, ce procédé, cette méthodologie, processus, peu importe le mot, mais qui a été donc mis en avant, créé, non pas par le RGPD, non pas par la CNIL, non pas par le CEPD, mais par la Cour de justice, effectivement, suite à son arrêt Schrems 2. Ce Transfer Impact Assessment, il faut le voir comme un mécanisme global. Il a pour but de veiller à ce qu'un transfert soit, j'ai envie de dire, nickel, encadré de A à Z, du pays émetteur jusqu'au pays destinataire. Donc, là-dessus, sur cette logique-là, on la connaissait déjà. C'était encadrer un transfert de données avec des mécanismes appropriés, une garantie appropriée, très bien. La nouveauté, dans l'approche, et vous le voyez dans la deuxième case, le but, c'est d'évaluer, en quelque sorte, la législation du pays destinataire. Pas évaluer la législation dans son ensemble, évidemment, mais d'évaluer la législation relative, j'ai envie de dire, aux conditions dans lesquelles les autorités étatiques vont accéder aux données. Donc, on est sur des logiques de loi renseignement, loi surveillance, etc. Et le but, aujourd'hui, ce qui est demandé à travers ce processus-là, eh bien, c'est de faire en sorte que vous ayez bien mis les bonnes garanties pour empêcher que des autorités étatiques, que ce soit celles aux États-Unis, la NSA, États-Unis pas que, bon, NSA ou FBI ou n'importe quelle d'ailleurs autorité étatique d'un autre pays. On comprend bien la logique qui est derrière, notamment avec les États-Unis, c'était l'arrêt Schrems par rapport au Privacy Shield, mais la logique se découpe partout, pareil pour la Russie, pour la Chine, etc. Donc le but, c'est d'évaluer cette législation-là. Alors, quand on voit ça, on se dit, mais dans quel monde nous trouvons ? Nous, on est des acteurs des sociétés, des organismes, des associations. Quelle légitimité avons-nous pour évaluer une législation d'un pays ? Heureusement, et ça va de soi, déjà des autorités européennes ont fait ce travail, entre guillemets, pour nous, en tout cas pour certains pays, qu'il s'agisse du CEPD, donc le regroupement des CNIL européennes, l'Axe 29, qu'il s'agisse de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, par rapport à la CESDH, et puis la Cour de justice de l'Union européenne, évidemment. Vous le verrez, on a mis les liens aux bons emplacements. On renvoie justement vers ces documents-là. Il y a un rapport pour le CEPD qui évalue l'Inde, la Russie et la Chine. On a des décisions de la Cour de justice pour évidemment les États-Unis, ça on le sait. Et pour la Russie, on a notamment la CEDH aussi, on crois, qui ça s'ajoute à ça. Et vous voyez, vous verrez via les liens, vous avez toute la documentation nécessaire. Alors, quid de savoir si mon pays ne figure pas effectivement dans ces pays déjà évalués par les autorités européennes, comment je fais ? Bonne question, et c'est là où effectivement là, il faut s'appuyer faut construire cette analyse. On retrouve le côté accountability. C'est ça. Et donc là-dessus, effectivement, la méthodologie a été proposée, notamment l'ICO qui, malgré le Brexit, donc l'autorité de contrôle du Royaume-Uni, a souvent des bons outils méthodologiques. Elle avait élaboré une grille d'analyse TIA qui est assez intéressante et sur laquelle les entreprises peuvent s'appuyer pour regarder la législation tierce en s'appuyant le cas échéant sur des ressources locales ou alors
en la soumettant finalement au destinataire des données, en évaluant ses réponses, évidemment avec un regard critique, en demandant les sources, etc. En tout cas, le but de cette démarche, c'est en fait de s'assurer que les CCT qu'on va mettre en place, les clauses contractuelles type, elles vont pas être complètement bafouées par la législation locale, sinon on comprend bien qu'en fait le côté garantie à coproprié, ça tombe complètement, et en fait l'intérêt qui est finalement de protéger la vie privée de la personne concernée, du coup il est plus du tout là, puisque on a ce droit local qui vient passer par-dessus les engagements contractuels du destinataire des données. C'est ce qui se passait avec les États-Unis, et dans sa logique, la Cour de justice s'est dit, ça se passe aux États-Unis, ça peut aussi se passer dans n'importe quel autre pays, donc cette volonté en tout cas de généraliser le processus. Vous avez aussi un lien vers les lignes directrices du CEPD, alors sur le TIA et sur des actions à mettre en place. En synthèse, si on veut estimer qu'une législation est conforme aux standards européens, quelles questions il faut se poser? S'il y a des mécanismes de recours pour les personnes concernées, s'il y a une autorité indépendante qui est chargée de veiller justement au respect de la réglementation sur la protection des données. Exactement. Quelles sont les conditions d'accès par les autorités aux données personnelles? Est-ce qu'il y a des recours justement pour contester ces éventuels accès pour les personnes concernées? Donc toute une série de questions qui permettent de documenter cette évaluation. Évidemment, je prêche pour ma paroisse. Nous, on a fait ce travail dans la plateforme outil de mettre en place justement une version du TIA, pour le coup. Vous pourrez accéder si vous le souhaitez, mais ce TIA-là a vraiment pour but d'essayer de faire cette analyse-là. Encore une fois, on a les lignes directrices du CEPD, mais la ligne directrice porte bien leur nom, c'est-à-dire qu'elle donne pas un standard classique. Ce sont des pistes presque d'audit. Donc on s'est basé sur ce travail-là, et en tout cas on a intégré ça dans notre plateforme. Donc si aujourd'hui vous souhaitez en tout cas réaliser ce TIA, vous pouvez le faire à travers la plateforme, donc ça tombe bien. Et en tout cas, une fois que votre TIA est effectué, vous avez deux, j'ai envie de dire, conclusions. La législation est conforme, très bien, fin du processus. Ma législation n'est pas très conforme, et pour le coup, c'est le cas sans spoiler, c'est pas le cas de la Russie, des États-Unis, de la Chine et de l'Inde. Tous ces rapports et décisions qui ont été prises par les autorités européennes sont pour le coup assez négatifs envers cette législation-là. Évidemment, on pouvait s'y attendre. Et dès lors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une législation non conforme? Eh bien, justement, le CEPD et puis ce que recommandait aussi la Cour de justice, eh bien, simplement, c'est ce qu'on appelle mettre des actions supplémentaires pour effectivement faire en sorte que ces accès aux données, ne se fassent pas ou en tout cas soient entravés. L'exemple le plus simple, alors il y a une multitude d'actions, qu'il s'agisse des actions. C'est classé entre les mesures finalement purement juridiques, les mesures qui vont être du ressort de l'organisation avec le destinataire, et enfin les mesures purement techniques, qui effectivement là pour le coup offrent des garanties intéressantes. Donc le chiffrement par exemple. Alors évidemment sans que le destinataire ait la clé de chiffrement, sinon ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est une des possibilités de garanties supplémentaires sur certains pays. Un exemple très concret. Aujourd'hui, on a plein de prestataires qui proposent un hébergement sur de la AWS. Je prends AWS, premier qui me vient. On a effectivement notre hébergement, coup de bol, en Irlande, à Paris, à Berlin, peu importe. Mais, on l'a vu en début de séance, Cloud Act, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, peu importe la localisation mondiale des données, moi, acteur étatique américain, j'accède à n'importe quelle data. Et en plus de ça, même si on lit bien les contrats de ces géants américains, une fois qu'on a cliqué sur les 25 liens pour arriver au bon document, souvent c'est construit comme ça, ils aiment bien, malgré leur côté américain, ils adorent les poupées russes, donc du coup, il faut aller vraiment au fond des choses pour se rendre compte que finalement, il y a quand même pas mal de transferts de données qui sont permis au-delà des États-Unis, de l'Irlande où vous hébergez vos données. Il y a quand même pas mal d'entités du groupe qui vont se réserver pour des motifs X ou Y qui vous justifient très bien, mais qui vont se réserver finalement un accès aux données. Et c'est pour ça que souvent dans ces contrats-là, on retrouve, parfois on peut s'en étonner, mais on retrouve finalement des clauses contractuelles type pré-remplies. En plus, tiens, pourquoi mes données sont en Irlande, pourquoi il y a des CCT? En fait, quand on regarde bien, c'est qu'il y a quand même des hypothèses de transfert. C'est ça. Et dans cet exemple d'hébergement AWS, dès lors, alors moi, ce que je recommande à mes clients, et je pense que Philippe aussi, tu avais la même logique là-dessus. Et alors ça, après on rentre dans des débats et dans des normes et même dans des contraintes budgétaires évidemment. Mais dès lors, alors, tout dépend de la sensibilité de votre donnée, mais si vous commencez à avoir un bon volume, etc., et que vous sentez que votre transfert commence à un petit peu peser, à
constituer un risque pour votre conformité, pour le coup. L'idéal, c'est d'essayer de discuter à votre hébergeur et en tout cas de mettre en place cette couche de chiffrement sur votre hébergement. Et comme le disait Jean-Philippe, très important, avoir la clé de chiffrement entre vos mains. Parce qu'il n'y a rien de pire que de donner la clé de déchiffrement de ces informations-là entre les mains de votre prestataire d'hébergement, puisqu'effectivement, lui, dès lors que l'autorité américaine lui demandera l'accès, il aura la clé et il lui donnera sans souci. Concrètement, la plupart des hébergeurs américains chiffrent les données. Les données sur leur serveur, elles sont chiffrées. Mais c'est eux qui ont la maîtrise de la clé. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ce chiffrement-là, puisqu'il est à la maîtrise du prestataire et donc potentiellement divulgable finalement à l'autorité qui en fait la demande. Non, il faudrait chiffrer en amont avant que les données se retrouvent sur ce serveur-là, et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'elles soient chiffrées par les soins de finalement l'exportateur de données. Alors après, on rentre dans d'autres sujets, effectivement, des obstacles budgétaires. Souvent, ce sera une cause de surfacturation ou même de facturation supplémentaire. C'est vraiment de la surfacturation. Ou technique, ça coûte des ressources de calcul, de chiffrer, déchiffrer, donc suivant les contraintes de besoin, de vitesse, d'accès. Et de vitesse, contraintes de vitesse, d'être opérationnel. C'est pas toujours possible. C'est tout l'enjeu est là. En tout cas, si effectivement, tout dépend encore une fois de la sensibilité de votre transfert, de votre traitement, mais aujourd'hui, ces actions supplémentaires, dont le chiffrement aujourd'hui, doivent être mises en place, et si vous ne le faites pas, encore une fois, logique RGPD, on documente, on trace tout, et lorsqu'on est contrôlé, on présente son argumentaire, peu importe l'issue qu'on a, en tout cas, nous, on aura présenté une argumentation solide. Encore une fois, l'autorité de contrôle sera la seule même à juger ça, mais c'est la logique à avoir. Et là, tout ce qu'on a pu en voir ensemble, on vous propose de le revoir simplement en méthodo, pour que ce soit bien clair dans votre esprit. La première étape, effectivement, j'identifie mes transferts et j'identifie les pays destinataires de ces transferts-là. Donc on l'a vu, si d'un côté j'ai un pays de l'Union européenne, un pays de l'espace économique européen, ou un pays qui est dans la liste de la Commission européenne, pas de garantie supplémentaire, on arrête là et le sujet est clos. On documente un minimum, évidemment, on précise dans votre registre où vont les données, on peut même mettre un lien, si vous le souhaitez, vers la décision d'adéquation, et vous documentez, et fin du processus. On l'a vu, effectivement, si c'est un autre pays, là où les choses rigolotes commencent se lancent, et on doit mettre... Le premier acronyme, le TIA. Voilà, et là, boum, on arrive avec toute cette jungle d'acronymes. On met en place les garanties supplémentaires, on a vu les CCT, les BCR, les codes de conduite, et effectivement, on le verra, c'est surtout les CCT aujourd'hui qui nous intéressent pour le coup. On peut avoir l'exemption article 49, c'est envisageable. Encore une fois, un effort de documentation qui doit être fait, très important. Choix de l'exception, tout à fait. Et puis encore une fois, vous avez mis en place vos garanties supplémentaires, mais ça ne suffit pas, puisque depuis la RECHREM, c'est bien, on a une deuxième étape, troisième ici, pour le coup, mais la garantie supplémentaire ne suffira pas, la garantie appropriée, ne suffira pas en tant que telle. Il faut s'assurer, effectivement, que la législation du pays tiers ne va pas écarter cette garantie supplémentaire. Et donc, encore une fois, on procède à l'analyse de cette législation. D'un côté, effectivement, ma législation n'a pas été évaluée par une instance européenne. Alors, je procède, à mon TIA, j'évalue effectivement la législation, alors avec différents outils, qu'il s'agisse effectivement de votre interprétation des lignes directrices du CEPD, ou pour le coup, pourquoi pas d'utiliser le TIA de la plateforme Wittic, ou d'avoir aussi encore recours, je pense à l'expérience des équipes de Jean-Philippe. La législation se réalise et effectivement, deux issues, ma législation est conforme, alors très bien, fin du processus. Encore une fois, je documente, mais si elle est conforme, pas de souci. Si ma législation est non conforme, j'ai tout ce travail d'audit, de plan d'action, d'actions supplémentaires à mettre en place. Des mesures complémentaires. C'est ça. Exactement. Chiffrement, contractualisation supplémentaire, cloisonnement des données, obligation de confidentialité avec les collaborateurs. Peu importe, encore une fois, travail d'analyse et de plan d'action. Et puis de l'autre côté, si votre législation, a été évaluée, vous pouvez vous reposer du coup sur les décisions de ces autorités-là. Je l'ai dit, on l'a dit, la CEDH, le CEPD, la Cour de justice. Donc ça peut être sous forme de rapport pour les uns, sous forme de décision pour les autres, décision de justice. Et le process reste le même, c'est-à-dire que si la législation est non conforme, typiquement les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, et bien encore une fois, je fais ce travail de plan d'action, en tout cas d'identification des actions à mettre en place. Je documente
Alors on a mis fin du processus à chaque fois, mais évidemment, hein, c'est sur ce processus-là, voilà, où on a. Mais comme le RGPD, c'est cette démarche d'accountability, cette démarche continue, et puis évidemment là, on est soumis, comme on le disait en introduction, à des accords qui ont leur vie et qui sont soumis finalement aux aléas géopolitiques. Donc évidemment, il y a besoin de réitérer ce processus de manière régulière, ou au moins de mettre en place une veille sur le fait que il n'y a pas un événement ou un autre qui va affaiblir finalement le TIA initial et qui va remettre en cause l'évaluation qu'on avait faite. Donc une fois qu'on est sur ce processus-là et sur l'ensemble des transferts hors UE, il faut avoir cette veille pour être sûr que la législation du pays ne va pas changer. Donc, comme on évoquait tout à l'heure l'exemple du Royaume-Uni, notamment la publication de la loi, l'adoption de la loi sur la protection des données moins stricte que le RGPD pourrait finalement venir mettre à mal cette décision d'adéquation et imposer de consolider la conformité des transferts de données à destination du Royaume-Uni. Merci pour votre attention.